en suivant évidemment cette jetée de lure perpendiculaire terminal 4. Et puis, comme je vous ai dit, ils ont transféré le port de pêche au dernier terminal, comme je vous ai dit, étant donné la construction de la nouvelle ville, la marina. Alors, ici, donc ça pour la première étape. La deuxième étape, c'est, on voit ici l'évolution des travaux de l'infrastructure portuaire de 22 à 32, 1922 jusqu'à 1932. Regardez, on a ici deux très belles photos aériennes où on voit clairement la jetée de lure, la voici, la jetée de lure, plus la jetée des phosphates, qui va permettre, comme c'est écrit, l'exportation de près d'1 million de tonnes de phosphate. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on est les années. Ici, on voit le port de Casablanca 2 ans plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la construction ce qu'on appelle le môle de commerce, elle est très bien entamée, elle est même achevée, c'est ici. Donc, on retrouve notre jetée de lure ici, parallèle à la côte. Là, on a un môle perpendiculaire, celui des phosphates, et on greffe le môle de commerce qui est celui-ci, en attendant, bien sûr. Alors, chose qu'il faudrait remarquer, c'est que même, regardez, en 1928, on continue à recourir à ce qu'on appelle les barcasses. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que les barcasses? C'est quoi les barcasses? Mes chers étudiants, vous êtes là. C'est quoi les barcasses? Il y a la cuquet. Madame, ce sont des navires. Ça veut dire quoi? Très bien. Un type de... Je pense. C'est pas des navires. Les navires sont très importants, mais c'est une sorte de barque, de petite barque qui sert d'intermédiaire entre les grands bateaux qui arrivent à Casablanca et le port. C'est-à-dire, donc on a encore besoin des barcasses pour transférer la marchandise à quai. Il faut attendre encore 2 ans, 3 ans. C'est jusqu'à 1933, lors de l'inauguration de la jetée de lure, qu'on va se débarrasser définitivement des barcasses. Très bien. C'est une sorte de chaloupe. Alors, regardez-moi ça. On voit très bien que, évidemment, les Français, quand ils se sont emparés du Maroc, ils avaient surtout envie d'exploiter à fond les ressources naturelles du pays. Entre autres, évidemment, les minéraux, en l'occurrence les phosphates. Alors, est-ce que vous... Les phosphates en tonnes entre 21 et 27. Quelqu'un peut commenter ce tableau? Allez-y. Je vous écoute. Yalla, cliquez juste sur ce bonhomme. Cliquez sur ce bonhomme pour que je sache. Yalla, Hassine. ولكن il faut لا ارفع شويه صوتك باش نسمعك. هذيك la première colonne. La deuxième, c'est quoi? Le nombre de tonnes exportées. Je n'entends. Le nombre de tonnes exportées. Le nombre de tonnes exportées, d'accord. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'évolution. Qu'est-ce que vous remarquez? Une évolution rapide.
rapide et puis surtout conséquente. En 21, on est avec 8 000, on termine avec 1 Il y a une 220 millions. augmentation. Il y a une augmentation. Déconcertante, c'est ça pour dire que les Français ont exploité à fond les richesses de ce pays. Il suffit de regarder ce tableau pour s'en rendre compte. Très bien. Très belle carte postale ou une photo, je pense, qu'on va voir tout de suite sur le quai des phosphates. Regardez, on n'arrête pas de charger les phosphates à partir de ce quai. Donc, chargement des phosphates à Casablanca, d'accord. On a, je crois même, voilà, c'est le document dont je vous ai parlé tout à l'heure. 4 000 tonnes d'un seul coup aux États-Unis, et ça date du 19, je pense, janvier 1943. Donc, juste pour vous donner un exemple du travail pour élaborer cette présentation. Donc, ce document, je l'ai trouvé aux archives diplomatiques de Nantes. C'est un fonds d'archives très, très important pour écrire l'histoire de ce pays. Et c'est des archives qui nous intéressent à partir du 19e, mais surtout à partir du 20e siècle. Il y a énormément de documents sur l'histoire du Maroc, et en l'occurrence, les ports, dont Casablanca, mais pas seulement. Parce qu'il faut le dire, on est évidemment... donc, pour Casablanca, on va retrouver d'autres documents que j'ai pu exploiter. Il y a des choses énormes sur le port de Casablanca et les autres ports aussi. Donc, on va pouvoir les voir ensemble. Attendez, je vais juste revenir à mon document. Donc là, pour ce document, du coup, il nous renseigne sur, évidemment, le chargement et l'exportation des ressources marocaines vers la France. C'est le but du protectorat, de l'instauration du protectorat, c'est exploiter à fond les ressources du pays. Là aussi, débarquement à quai et chargement des phosphates. Là aussi, c'est une autre photo qui nous raconte comment les Français ont rentabilisé la construction de ce port via l'exportation des ressources du pays. Là aussi, on a une photo du port où on voit tout simplement la jetée de lure, c'est écrit, donc jetée de lure, la jetée transversale, celle des phosphates, et on commence et on entame, ça c'est en 1930, on entame la construction, on a dit, du quai de commerce. Alors, la troisième étape, on a dit, c'est celle qui commence en 1932 jusqu'à la fin au cours de cette année 1933, le 25 juillet exactement, la jetée de lure est baptisée, la grande jetée est baptisée jetée de lure, en souvenir évidemment de son concepteur qui n'est autre que Gaston de Lure, le premier directeur des travaux publics en 1912, évidemment nommé par le maréchal Lyautey. Donc ça, c'est pour 1933. La jetée des phosphates sera elle aussi achevée un an plus tard, en 1934. Donc dans les années 30, les deux jetées seront opérationnelles. La troisième étape, comme j'ai dit, qui se termine jusqu'à 45, c'est une étape, on dit, de la grande croissance, parce qu'on commence vraiment à exploiter à fond la structure portuaire. D'accord? Donc, ici, on commence à voir aussi le môle, comme j'ai dit, de commerce, qui a été inauguré. Donc ça, c'est en 30 tard. Là aussi, ce qui est intéressant, parce que, comme je vous ai dit, quand on parle d'un port, on parle de plusieurs fonctions. On a dit l'exportation des ressources naturelles du pays, en l'occurrence les phosphates, mais aussi, on traite aussi en termes de passagers. C'est aussi un port où on traite les passagers européens qui viennent s'installer à Casablanca. Et ici, on a un traitement qui date de 38, donc de 1938, c'est-à-dire à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Donc, Casablanca
la ville de tous les rêves, hein, c'est le cas de le dire. Regardez combien elle reçoit en 1938, juste à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Presque 150 000 passagers, le port de Casablanca. C'est énorme. L'année suivante, on 130 000 passagers. Et donc, au bout, si on comptabilise tous ces chiffres-là, on arrive quand même à un chiffre très, très important. Tous ces gens sont venus construire une nouvelle vie, un nouvel avenir au port de Casablanca. Et on verra tout à l'heure, j'ai des listes que j'ai retrouvées aussi aux archives de Nantes qu'on va pouvoir voir ensemble. Voilà, voilà, une de ces listes, c'est celle-là. Alors, pour cette liste-là, attendez, j'arrive. C'est la liste, je pense, des réfugiés espagnols. Les réfugiés, voilà. On va y arriver. Celle-là, une autre. Non, c'est celle-là. C'est bien celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, la liste nominative des passagers français et étrangers embarqués en janvier 1942 à bord du Serpia Pinto à destination de l'Amérique. Alors, ces passagers-là, je vous ai déjà parlé de nombreux d'entre eux. On a dit que la plupart se sont servis du port de Casablanca comme port d'escale. Donc, port d'escale pour fuir le nazisme. Parce que ici, ce que j'ai ici, c'est les noms des personnes qui ont fui l'Europe de l'Est et l'Allemagne, la Pologne surtout et l'Autriche. Ils ont fui Hitler et le nazisme, ils ont échappé au centre de torture et ils ont trouvé refuge à Casablanca, partir ailleurs, en l'occurrence aux Amériques, que ce soit à New York, mais aussi à Cuba et au Mexique. Donc, on a ici leur nom, date de naissance, et puis leur statut. Là, ici, on voit pas, celui-là, il est autrichien, il est allemand, celui-là, il est apartheid, il n'a pas de nation, celle-là, elle est française, ainsi de suite. Donc, on a leurs origines, et puis, s'ils ont des enfants aussi, on voit aussi s'ils ont des enfants qui les accompagnent. En tout cas, ce sont des milliers de personnes qui sont passées par le port de Casablanca et qui ont trouvé refuge au Maroc avant d'être expédiées ou d'être redirigées vers d'autres latitudes. Très bien. Donc, j'ai d'autres listes que je vais vous montrer. Donc, c'est la première liste. Là, on voit voilà, notre Serpa Pinto qui vient du Portugal et qui passe à Casablanca, évidemment, pour embarquer du monde. Voilà, le fameux, c'est un bateau très, très connu. C'est un vapeur, on les appelle les vapeurs. Tout à l'heure, on a parlé de barcasse, ça, c'est un vapeur. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a nos deux rives au départ du vapeur. Bateau à vapeur. Donc, on résume, on dit vapeur, le Nyassa. On en a parlé la semaine dernière, le 13 juillet 1942, en plein Seconde Guerre mondiale. Là, c'était les vichistes qui étaient au pouvoir au Maroc. Ça, c'est un document. Tous ces documents-là, je les ai trouvés aux archives diplomatiques de Nantes. Là, on embarque presque 600 Espagnols, immigrés espagnols en septembre 1942. Donc voilà, on a les statistiques. Regardez, lisez avec moi. Alors, ce bateau s'appelle le Maréchal Lyoté. Ils sont embarqués sur le Maréchal Lyoté pour 599 immigrants espagnols qui sont répartis comme suit, 296 hommes, 174 femmes et 129 enfants. D'accord? Escortés par 5 inspecteurs de police, tous destinés Nyassa. Ils ont embarqué sur le Maréchal Lyoté du Nyassa.
Donc, on a ici tous les noms des contrôleurs, parce que tout a été, on est en temps de guerre, donc ils sont escortés par des policiers, etc. Regardez la date. Donc, la date, c'est le 11 septembre 42. D'accord? Un autre document. Alors, ce Picasso, je vous ai parlé de son destin la semaine dernière. C'est l'évasion. C'est une note d'évasion de ce Antonio Gomez Picasso qui s'est évadé de Bouarfa pour embarquer à bord du Nyassa. D'accord, le 22 septembre 42. Donc, on a ici une petite biographie de cet homme qui a fui Bouarfa pour aller chercher une vie meilleure aux Amériques. Alors, ça aussi, c'est un document que j'ai trouvé aux archives diplomatiques de Nantes. Alors, au port de Casablanca, on faisait la chasse aux clandestins portugais. Et qui date de 1900. J'aimerais bien vous lire le document. Je vais juste vérifier si je peux le récupérer ailleurs pour l'agrandir. Je l'ai. Top. Voilà, donc, je crois que je l'ai trouvé. Je vais essayer de l'agrandir pour pouvoir vous le lire. J'espère bien. Voilà. Comme suite à mes lettres référencées du 28 novembre 1931, j'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli copie de 2 rapports de police relatifs à des débarquements clandestins de Portugais. Ça date, comme je vous ai dit, de décembre 1931. Donc, on fuit le Portugal pour le Maroc. Voilà. Donc voilà, c'était les Portugais à l'époque qui. Donc, on chassait. Il y avait la chasse aux sorcières des clandestins portugais dans le port de Casablanca. Donc, il y a beaucoup de notes de police les concernant. Alors, autre fonction du port de Casablanca. Donc, on a parlé d'un port d'exportation des produits minéraux. C'est aussi l'autre fonction, c'est un port d'escale, mais aussi un port pour les passagers. Ils étaient presque 400 millions à être passés par le port de Casablanca. On a dit aussi c'est un port d'escale pour les réfugiés européens qui venaient chercher fortune ou au Maroc, où ils servaient d'escale pour aller ailleurs, en l'occurrence aux Amériques. Et puis on trouve ici le tonnage des produits de pêche. Vous savez que les mers du Maroc sont très poissonneuses. Et donc, regardez le nombre de poissons qu'on arrive à embarquer au port de Casablanca de 153. Donc, on a les apports de poissons de consommation. Par exemple, en 1938, on est à 6845 tonnes de poissons pour la consommation locale, et puis les autres qui vont aux usines pour être convertis évidemment en poissons de conserve. C'est pratiquement, on a le même chiffre, à quelques tonnes près. Ça, c'est pour 38. Alors, au bout de 15 ans, on arrive à doubler l'apport des poissons de consommation. On va jusqu'à 13 000, presque 13 000, 12 927 tonnes de poissons consommés au port de Casablanca. Et donc, les chiffres sont vraiment très, très importants qui montrent évidemment l'importance et la polyvalence du port de Casablanca. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On attend un moment. Alors, les ports, les passagers, on en a parlé. Alors, autre point important, c'est la progression du tonnage manipulé par les silos à céréales entre toujours les mêmes années, 38 et 51.
regardez le nombre, la croissance du tonnage des céréales. Est-ce que vous avez déjà visité le port de Casablanca? Quelqu'un parmi vous, Hassine, qui a déjà visité le port? Oui? Qui parmi vous l'a déjà visité? Est-ce que vous avez déjà... Hein, le port est fermé. Ah, vous vivez à côté du port. Ah, d'accord, très bien. Est-ce que vous avez déjà vu le silo de céréales? C'est un bâtiment très, très imposant qu'on voit à partir de Casaport. Il a été construit évidemment par les Français pour conserver les céréales. Et donc, on voit très bien que Casablanca, qui appartient à une plaine très, très riche, qui est la Chaouia, à côté de Doukala, et qui pourvoyait la ville en matière de céréales pour les consommer sur place. Donc, on a vu que la production va de 33 000 tonnes en 1938 et qui arrive à presque 260 000 tonnes en 1951. Donc, c'est pour vous dire que Casablanca aussi servait de silo aussi pour la conservation des céréales. Alors là, c'est la dernière période, la période de l'après-guerre. On entend évidemment par l'après-guerre, c'est l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale, qui s'est terminée évidemment en 1945, et on va jusqu'à la veille de l'indépendance. C'est le temps, on l'appelle le temps de la consolidation, parce que c'est la période qui va voir finaliser pratiquement tous les travaux du port de Casablanca. Regardez avec moi, en 48, on a notre jetée de Lure, on a le môle des phosphates, on a le môle de commerce, on a le môle de Tareq. On a pratiquement tous les môles, et on les voit ici en fonction. Quelques années plus tard, on a un beau panorama de ce qu'on appelle la place portuaire casablancaine. Donc, l'infrastructure portuaire, elle a été complétée par le dernier né de cette conception portuaire, c'est le môle de Tareq, c'est celui-là, le dernier. D'accord? J'ai d'autres cartes postales ou plutôt photos à vous montrer, donc on va voir celui-là. Voilà, regardez, donc l'évolution des travaux à la veille de l'indépendance. Voilà, en 54, donc on voit la vie, regardez, donc l'année de la mise en service de la forme de Radou, on aperçoit le futur môle Tareq en chantier dans sa partie est. D'accord? Donc, dans sa partie, c'est de ce côté-là. Mais est-ce que ce Radou vous rappelle quelque chose? C'est celui-là. Est-ce qu'il vous rappelle quelque chose? Regardez. Est-ce qu'il vous rappelle quelque chose, ce Radou? C'est la darse portugaise qu'on a vue sur la gravure. La gravure de tout à l'heure de 1572. Hassine? Voilà, donc portugaise qui correspond à l'actuel Radou qu'on vient de voir. Donc, moi, je la trouve magnifique, c'est celle-là. Voilà. Donc, elle se maintient jusqu'au XXe siècle. Qu'est-ce qu'il reste encore? Regardez aussi en 56, Hadif, la veille de l'indépendance, on voit notre jetée principale qui atteint la configuration qui ne devait plus changer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, en 2020, on n'a jamais touché à cette jetée qui marque les coups. C'est l'ossature principale du chef-d'œuvre de Delure. Donc, on n'y touche pas. Voilà, elle garde sa forme initiale. Et on voit aussi, Naya, les autres travaux qui viendront par la suite.
Alors, ce qui est intéressant, maintenant qu'on a terminé avec l'évolution du port, peut-être donner un peu plus, donner plus ou renforcer plus l'accent des fonctions du port. Ça me paraît un point très, très important. Et comment a évolué le port en fonction des relations qui existent entre le port et son hinterland, chose dont on a parlé tout à l'heure. Regardez ici, parce que, donc là, regardez le port de Casablanca au début. D'accord. C'est une photo aérienne que je trouve magnifique. Donc, on voit un petit bout du port, mais on n'a pas encore les œuvres qui suivront par la suite. Donc, on a ici la Médina ancienne et quelques habitats dans la ville, la nouvelle ville. Alors, ce qui est intéressant à signaler, évidemment, c'est d'un côté, on a dit que le port est le résultat de la relation qui est donc du modèle de l'espace du port. Il est conçu comme une succession chronologique et linéaire du port de Casablanca. Bon, cette théorie, c'est pas moi qui le dis, mais c'est l'historien ou le grand spécialiste des ports Bird en 1963. Alors, par la suite, il y a d'autres théories concernant l'évolution du port, parmi lesquelles celle de Castel. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Castel? Voilà, donc ça, c'est la théorie de Bird. Voilà, on va y arriver. Donc là, pour Bird, excusez-moi. Alors, autre point important qui viendra évidemment être renforcé par d'autres historiens spécialistes du monde portuaire, c'est Castel et Wels. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, pour étudier le port, il faut également étudier les espaces de flux. C'est des espaces de flux qui se développent aussi au fur et à mesure que les capacités du port deviennent plus importantes et plus considérables, et donc avec le tissage de nouveaux réseaux économiques. Évidemment, la partance est Casablanca, mais il tisse des réseaux économiques et financiers aussi à partir de l'enceinte portuaire, et notamment à travers le trafic maritime, dont celui des marchandises, des personnes, et surtout aussi dans le cas de Casablanca, des minerais. Je voudrais bien vous montrer ce schéma. C'est la théorie de Bird qui nous explique comment évoluent les ports. Donc, regardez, c'est un peu comme donc le port et la ville qui s'ensuit. Parce que, évidemment, quand on a un grand port, ce qui suit, c'est la ville. C'est le port d'abord, la ville ensuite. Et c'est ce qui s'est passé avec la ville de Casablanca. Le noyau d'un port, d'accord? Et puis ensuite, il y a l'espace portuaire qui se renforce. Donc voilà, étape numéro 1. Étape numéro 2, donc le port se renforce évidemment avec la construction de nouveaux terminaux. Et ensuite, on verra, le port se spécialise. Donc, on a la naissance, l'expansion et la spécialisation du port avec le renforcement, surtout de point de vue logistique, à travers le chemin de fer qui arrive jusqu'au port, c'est le cas du port de Casablanca, et puis à travers aussi l'arrivée de lignes de transport maritime. Et à Casablanca, depuis la fin du 19e siècle, il y a une ligne de transport maritime très connue, originaire de Marseille, qui s'appelle la Compagnie Paquet. Et si vous voulez, en janvier, on peut visiter une fondation où on peut suivre de près l'évolution de cette compagnie Paquet. Fondation Abdelrahim Slaoui qui se trouve pas loin de la commune de Casablanca. Je peux préparer cette visite, Inch'Allah, dès janvier. Alors,
Évidemment, d'un autre côté, les ports doivent être vus comme faisant partie intégrante d'une région économique importante. C'est le cas de Casablanca, qui a des potentialités, des ressources, des entreprises, des agents économiques et sociaux, etc., etc. Il en va de soi pour le port de Casablanca. Alors, il s'agit donc, comme j'ai dit, de suivre l'évolution du port comme en ayant comme fil conducteur une chose très, très importante, c'est les aspects techniques. On a parlé évidemment depuis tout à l'heure des aspects techniques du port qui sont vraiment très, très importants et sur lesquels je vais revenir à l'instant et qui ont décidé du présent et du futur. Le port de Casablanca, évidemment, a disposé d'aspects techniques novateurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'évolution du port va métamorphoser également la morphologie urbaine de la ville. Essentiellement, comme vous voyez ici dans les slides, ce qu'on appelle la ville front de mer. Toute cette partie face à la mer, ou ce qu'on appelle aussi les quartiers avoisinant le port. D'accord? Parce que ce qui est intéressant, c'est que la ville de Casablanca, est née, comme disait Henri Prost, c'est le premier concepteur de la ville de Casablanca. Il avait dit que la ville qu'il va construire arrivera à s'étendre directement en contact avec le port. Donc, le travail impressionnant que Henri Prost a élaboré a fait que l'ensemble de la ville de Casablanca fait office de porte pour non seulement la ville de Casablanca, mais aussi pour le Maroc. Comme je vous ai dit, le Maroc sous le protectorat français. Regardez-moi cette belle photo. On voit de très très près le port, donc toute l'enceinte portuaire, ce qu'on appelle l'enceinte portuaire. Donc on a notre jetée. Qu'est-ce qu'on voit encore? Alors, elle est où? J'espère que vous avez appris par cœur la disposition des différentes molles, des différentes jetées et molles pour Casablanca. Commencer par la jetée de Lure qui sera rebaptisée juste après l'indépendance, la jetée Moulay Youssef, qui abrite ici jusqu'au jour d'aujourd'hui la Marine Royale, d'accord. Le môle dédié au phosphate sera dès la fin dès l'indépendance, enfin quelques années après, je crois dans les années 80 ou 90, tous les phosphates du Maroc ne passeront plus par le port de Casablanca parce que tout sera transféré à Georges Phosphore, d'accord. Et puis le port aura de nouvelles fonctions. Alors, autre point peut-être très important pour clôturer cette conférence, c'est la ville, comment concevoir une ville pratique et saine. C'était les préoccupations majeures des concepteurs du port et de la ville de Casablanca. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, à Casablanca, la notion du centre d'affaires est apparue bien avant la France métropolitaine. Il y avait un centre d'affaires à Casablanca bien avant, dans le Casablanca qu'on appelle aujourd'hui colonial, bien avant qu'il ne soit connu en France. Ça d'un côté. D'un autre côté, de nouveaux quartiers verront le jour. D'accord? Des quartiers surtout résidentiels fondés sur la maison individuelle dans certains quartiers de Casablanca. Et donc, je crois que je vais m'arrêter là, je vous donnerai la parole pour poser des questions. Donc, à partir de la construction de ce port, à partir de l'achèvement
à partir de l'achèvement des travaux des ports qui a donné naissance à une enceinte portuaire particulière, très complète et très spécialisée. On a bien vu selon les terminaux construits. Donc, c'est une ville, une d'os et qui s'intègre dans cet ensemble qui sera Casablanca avec son port et la ville qui sera construite au fur et à mesure. Et c'est ce qu'on va voir au cours, Inch'Allah, de la semaine prochaine. Donc, on termine avec le port et on commence évidemment à explorer cette nouvelle ville de Casablanca, celle vue et vécue par les concepteurs qui sont deux essentiellement, Henri Prost pour le premier plan urbain de Casablanca. Et ensuite, on a vu avec Édouard Écochard, mais plus tard, à la fin des années 40. D'accord? Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Hassine, j'espère qu'on t'entendra mieux. Oui? Voilà, madame. Si vous n'arrivez pas à communiquer, envoyez des messages. Il y a l'emplacement pour envoyer des messages. Vos questions arriveront à bon port. Yalla, je vous attends. Yalla, les autres, moi j'attends des questions. S'il vous plaît. Madame, à propos du tétrapode. Ah, ça passionne les foules, le tétrapode. Ouais, c'est donc. Oui, c'était. Ah bon, et c'était inventé où? J'aimerais bien en savoir plus. Non, moi j'ai le numéro du brevet. Je peux vous le donner hein, parce que je l'ai. J'ai le numéro du brevet. Donc ça n'a pas été inventé. Il est bien référencé. D'accord? On peut en parler la semaine prochaine parce que le cours sera présentiel. Mais quand développé par Pierre et Paul, anglais, mais c'est quand? Donnez-moi la date. Oui, c'est en 1950 que le brevet a été déposé au Maroc, à Casablanca. C'est au cours de cette même date. Donc, voilà. Sauf que le premier usage n'a pas été portuaire, il le sera par la suite. Je vais vous donner même le nom du brevet, parce que je l'ai. On vérifiera tout ça, mais moi, j'ai le nom du brevet déposé à Casablanca. Parce que n'oublions pas, ceux qui ont déposé le brevet, ils sont casablancais, mais ils sont essentiellement français. Parce qu'à l'époque, la France dépendait, enfin le Maroc dépendait de la France et était sous protectorat. Au nom d'architectes français. Hein, il faut être... D'accord, merci, parce que j'aimerais bien faire mon exposé. Excellent, c'est une très bonne idée, Hassine. C'est quoi votre prénom? Hassine, c'est quoi votre prénom? Ayoub. Donc, Ayoub, vas-y. Vas-y. Donc, il y a, je crois que il y a une équipe qui travaille sur le patrimoine maritime, je pense. Nisrine, tu as des questions? Oui, madame. Concernant le tétrapode, c'était Oui. déposé où exactement? Comment? Je n'ai pas entendu. C'était déposé où exactement à Casablanca? Non, ils n'ont pas, ils ont été inventés, pas déposés, inventés. L'invention, elle est casablancaise. Évidemment, c'est les Français qui vivaient à Casablanca qui l'ont déposé, en 1950 oui. En l'occurrence. Mais l'usage a eu lieu aussi à Casablanca, dans et la première utilisation portuaire sera à Safi, quelques mois plus tard.
et à Kenitra. Ce qu'on appelait à l'époque Porlioté. D'accord? D'accord, Alors, merci. quelqu'un a une autre question? Je vous en prie. Quelqu'un d'autre a une question? À part Nisrine et Ayoub? Donc, vous êtes 22. Donc, je vais prendre juste une photo pour m'assurer que vous êtes tous là. Il y a quand même quelques absences. Il y a 6 absences. Kautar, je t'envoie tout de suite cela pour que tu puisses l'intégrer, le fameux tableau. Très bien, j'ai tous les noms. D'autres questions? Mohamed? Vas-y, Mohamed, on t'écoute. Mohamed, vas-y. كنسمعوك. Oui, madame. Mohamed, yalla, Oui, vas-y, madame. pose ta question. D'accord. Oui. Madame, concernant le port de Casablanca, évidemment, des travaux ont été faits. Il a été le sort qui a poussé le développement de la ville sur le plan économique. Tout à fait. Oui, et c'est un acte politique éditorial, au fait, qui a ouvert le Maroc à l'océan Atlantique. Avant, madame, comment on dit, les visiteurs qui veulent se rendre au Maroc, est-ce qu'il doit passer, par le port? C'est pour cela a été construite. C'est pour la raison a été construite. Si j'ai bien entendu, alors, pour l'accès, pour l'arrivée des voyageurs, il y avait plusieurs ports ouverts sur le monde. Il y avait Casablanca, mais il y avait aussi le port de Tanger. On peut lui consacrer une séance parce que j'ai travaillé aussi sur le port de Tanger. Donc, tous les ports n'étaient pas ouverts sur l'Europe et le monde, mais Casablanca, c'était le premier port du Maroc. Donc, tous les déplacements, enfin la plupart des passagers européens passaient par le port de Casablanca. Parce que à l'époque, on utilisait très peu l'avion. Ne l'oublions pas, on parle de la première moitié du XXe siècle où l'avion était très peu usité parce que bon, elle n'était pas en norme. Mais Tanger aussi, elle, comme elle était à proximité de l'Europe, on utilisait énormément le port de Tanger. J'ai pas les statistiques en tête, mais c'était les deux ports qu'on utilisait pour accéder au territoire marocain. Autre chose qui me paraît tout. On ne peut pas dire que grâce à l'ouverture du port de Casablanca, que le rapport du Maroc avec l'Atlantique, non, 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 non. Les Marocains ont toujours été présents sur l'océan Atlantique depuis le Moyen-Âge. Hein. Donc, évidemment, la présence française a renforcé cet attrait de la mer, mais la mer a toujours été omniprésente dans l'histoire de ce pays, de Tanger à Al-Ghouer. Bien entendu. Alors, il y a quelqu'un d'autre? Alhamdoulilah. Alors, Nisrine, il a une autre question. Mohamed El-Marchouni? Oui, vas-y. Mohsin? Est-ce que tu as une autre question? أنا هذا الباوربوينت غادي نديرو لكم في le cours. Comment? Vous avez une question? Oui, pour exploiter à fond. Oui, oui, oui. Non, non, c'est un port qui a été construit de toutes pièces, pour acheminer, exporter les ressources minières. Voilà. Et donc, il n'y a pas encore eu de grands travaux sur Georges Flossfar. Peut-être que si quelqu'un parmi vous ou une équipe veut travailler sur ce port, pourquoi pas?
Où en êtes-vous avec les exposés que je vous ai donnés la semaine dernière? Alors, dans 15 jours, on va commencer par les exposés. D'accord? Donc, essayez de vous concentrer au cours des 2 prochaines semaines pour achever vos travaux. À partir de la semaine prochaine, on va surtout mettre l'accent sur le patrimoine colonial à travers l'architecture et les plans de Prost et d'Écochard. D'accord? Ça, c'est très important pour comprendre la ville coloniale. D'autres questions? Alors, sur ce, je crois qu'il y a une question. Hanan, c'est la dernière. Hein? On va achever par la question de Hanan. Yallah, Hanan. Bonsoir, madame. Comment on peut augmenter Bonsoir. Bonsoir. Comment on peut augmenter la valeur du port pour une vue touristique en 2020? Alors, pour Casablanca, on a déjà exploité le port sur le plan touristique pour mettre en place pour abriter des grands cargos de croisière, les grands ferries. Alors, le port de Casablanca, on reçoit depuis déjà des années. Mais je crois que tout va se renforcer dans les années à venir. D'ailleurs, en sortant du port de Casaport, vous allez sûrement apercevoir des ferries. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un port qui fascine, la ville fascine les gens qui viennent à Casablanca, mais il faut escale pour une journée ou deux, pas plus, juste pour visiter la ville, parce qu'elle porte le nom de ce grand film, de ce film mythique Casablanca, pour visiter rapidement la ville dans la journée, maximum 2 journées. Il pose deux nuitées sur Casablanca. Mais déjà, la ville et le port exploitent évidemment le tourisme à bon escient. Merci, madame. Ben, je vous en prie, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne année, Inch'Allah, 2020. Donc, essayez de vous reposer ces jours-ci, d'accord? Et on se retrouve, Inch'Allah, mercredi prochain à la fac, Inch'Allah, bihawlillah. En attendant, essayez de vous concentrer sur vos questions pour toute question ou là, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Autre chose, je vais essayer de mettre ce PowerPoint sur la plateforme. Comme ça, vous allez pouvoir la consulter tranquillement chez vous. Je vous mettrai aussi une bibliographie et quelques références qui pourraient être utiles pour vous. D'accord? D'accord, bien. D'accord. Yallah. Vous avez bien compris, donc vous assurez هادشي فهمتوه مزيان. 40%. Là, il y a trop de شحال 100%, 60. 40%, madame. C'est très bien. Là, au sur le 40, c'est très bien. 30%. Merci, madame. Merci d'avoir nous accompagnés. Non. Là, je sais que c'est difficile pour vous et vous n'avez pas fait histoire. Mais peut-être que je vous donnerai aussi quelques références bibliographiques mieux comprendre ce qu'on est en train de faire, parce que bon, l'histoire, on ne peut pas l'apprendre en une journée, on est d'accord. Mais rien qu'en visitant des sites comme Wikipédia, moi je trouve que c'est très bien pour vous. Parce que vous n'avez pas besoin de grandes notions d'histoire, mais juste ce qu'il vous faut pour pouvoir suivre le cours. D'accord? Ou le tétrapode, il faut qu'on s'y arrête longuement. Finalement, l'étudiant, le tétrapode. C'est qui déjà? Ayoub, ياك Ayoub Hassine. Yalla Ayoub, vas-y, شوف شي binôme, شوف شي. Madame, concernant... Très bien. Oui. Voilà. Oui, je vous écoute. كنسمعك. Concernant notre sujet sur l'histoire d'urbanisation à Casablanca, le cas de la Scala. Oui. Oui.
Le sujet de l'exposé. Oui. Ben, il n'y a pas grand-chose sur la Scala. Hein. Non, on ne peut pas faire un exposé avec la Scala. Il y a très peu d'éléments. Peut-être tu peux travailler sur la Médina. Tu peux décortiquer la Médina ancienne. Pourquoi pas? Mais la Scala toute seule, tu n'auras pas assez de matière. Mais la Médina, vas-y, fonce. Mais il faut t'entourer d'une équipe. Comme ça, il faut que vous soyez 2 ou 3, maximum 4. Non, 3, on est 3. Ça fait, c'est très bien. Juste envoyer à Kautar vos noms